Euh, Bonjour à tous. Je m'excuse parce que le PowerPoint n'a pas l'apparence initiale que j'avais. Il est un peu désorganisé et on va faire quand même avec. Donc moi, je suis formation médicale, je suis médecin et puis j'ai un background important dans les revues scientifiques. Et c'est pour ça que je vais vous faire 2 points surtout sur des cas de revues scientifiques. Avant de commencer, je fais juste un petit commentaire sur l'histoire du Lancet. Merci Lucienne Letellier d'en avoir parlé. Un commentaire sur le fait que je pense que c'est un exemple vertueux de bon fonctionnement d'une revue, parce que ça a été rétracté en 10 jours, en moins de 10 jours. Et pour avoir parlé à des reviewers de cet article, ils n'ont rien vu venir et ils ont au contraire demandé énormément de choses parce que le peer review a été très long, les réponses ont été très faites et donc de ce côté-là, fraude, je la suspecte aussi, mais je n'en ai pas la preuve. Et il faut savoir que dans le même temps, avait été publié un article dans le New England sur la même base de données, et cet article dans le New England n'avait eu aucun problème. Donc c'est le fait que c'était l'hydroxychloroquine qui a attiré l'attention, et le New England a retiré son article dans la même heure que le Lancet. Diapo suivante, Léo, si tu peux, je ne vois pas les diapos. D'accord. Oui, je l'avance. Alors, je vais vous faire une remarque. Je suis un défenseur de la science ouverte, je n'ai pas d'état d'âme, et je vais vous faire une remarque à propos d'un cas que vous connaissez tous sur ces données de recherche, et en posant des questions, et des gens qui sont dans la salle peuvent aussi être intéressés par les questions que je vais poser. Diapo suivante. Je voudrais vous donner quelques détails sur ce premier article de la chloroquine, qui a été la première publication provenant de l'IHU de Marseille. Je vais juste vous donner quelques extraits de cette publication. Il faut savoir que la publication est du 20 mars, dans une revue pour un protocole accepté les 5 et 6 mars par un CPP Île-de-France et par la NSM, avec un critère de jugement, c'est-à-dire que les malades devaient être examinés au 14e jour. Donc vous voyez déjà la performance dans la publication. Il faut savoir que les groupes ne sont pas comparables. D'ailleurs, on ne donne pas les indicateurs pour la comparaison. Les différences d'âge sont importantes. Et il faut savoir que les 16 groupes comparés ne venaient pas de la même ville, enfin, sauf pour certains, même de Nice, Avignon, Briançon, mais on n'en sait pas plus. Il faut savoir que sur les 26 cas analysés, il y en a 20 qui ont été enlevés. C'est pas très clair, parce qu'ils étaient perdus de vue. Les 3 parce qu'ils sont partis en réanimation, on pourrait suspecter qu'ils allaient plus mal, un parce qu'il est mort, un pour nausée et un qui a arrêté le traitement, parce qu'il faut savoir que la plupart des malades étaient asymptomatiques, mais néanmoins hospitalisés, ce qui n'est pas habituel. Et le critère de jugement n'était pas des données cliniques qui étaient dites qu'elles seraient publiées plus tard dans l'article, mais qui n'ont jamais été publiées, étaient des données du test PCR. Et si on regarde le protocole, les tests étaient prévus le jour 1, 4, 7 et 14, mais dans l'article, il y a essentiellement eu les tests à 6 jours. Donc l'article ne correspond pas au protocole accepté par la NSM et par le comité de protection des personnes, puisque le critère de jugement, on a regardé à 6 jours et un test biologique. Diapo suivante. C'était pour uniquement vous citer 2-3 choses. Cet article, et j'ai vu qu'il y avait des remarques sur les rétractations, n'a pas été rétracté. Il est actuellement cité 3000 fois. Alors vous m'avez cité des génomes cités 1000 fois dans Nature. Donc vous voyez que ce sont eux des petits joueurs. Hein. Et cette revue a publié une analyse par un méthodologiste hollandais qui fait 3 pages et dont l'analyse dit que cette étude est totalement irresponsable et qui explique tout. Alors je vais vous poser les questions suivantes dans la diapo suivante. Merci Léo. Je demande si la confiance sociale en général a fait que les données sources n'ont pas été communiquées. Parce que si vous voulez demander un tableau Excel avec des tests biologiques sur 6 jours dans 26 malades, je ne pense pas que le volume des données soit absolument important.
Ça n'a pas gêné l'ANR, qui est remercié dans l'article parce qu'il était financeur de l'IHU. Ça ne gêne pas l'ANSM et le CPP qui ont accepté le protocole. Les fabricants n'ont pas demandé les données pour savoir. L'Université de Marseille, je comprends. Les hôpitaux de Marseille, je comprends. Il y a aussi des signateurs de l'Université de Nice. Et moi-même, référent intégrité à Paris, je n'aurais jamais levé le petit doigt. Si j'avais été référent intégrité de Marseille, je n'aurais rien dit. Alors, plutôt que de pointer des dérives individuelles, ce que j'ai fait ici, ne vaudrait-il pas mieux, et je vais vous poser la question, se poser des questions sur le système en général? N'a-t-il pas eu une espèce de convenance sociale qui fait que avoir les données sources, et on est tous d'accord, c'est la science ouverte, c'est une espèce de musique de fond, que la science ouverte va arranger les problèmes d'intégrité, mais je me demande si cette musique de fond n'est pas cette convenance sociale qui fait plaisir à tout le monde, et quand on est face à un cas facile, 26 malades, tests biologiques à 6 jours, qui ne sont pas les données qu'on avait du Lancet des 96 000, ni les données du génome dont on a parlé avant, un cas facile me semble poser problème. Alors ça, c'est une question que je vous poserai pour le débat. Diapo suivante. Je vais vous donner ma vision des sociétés savantes et des revues de façon rapide, parce que je pense que les revues de sociétés savantes peut-être sont encore mises en péril une fois de plus, et je ne sais pas si elles pourront s'en sortir. Les sociétés savantes, il y en a qui ont 200 salariés, il y a des très grosses, et puis la plupart, elles ont 1 à 3 salariés, c'est des petites choses qui font en revue. Les sociétés savantes qui ont été fantastiques dans le 18e et 19e siècle, et là, elles n'ont eu que des compétitions au cours du temps. Elles ont perdu toute légitimité de recherche et de formation quand est arrivée l'université. Il n'y en avait pas au XVIIIe siècle. Ensuite, elles ont venu, après la Seconde Guerre mondiale, dans la plupart des domaines, vu arriver des agences d'évaluation qui leur ont pris des fonctions, des recommandations, des conseils. Et puis, elles voient arriver la science ouverte, et certaines, je parle surtout des petites, vont adapter leurs revues. Mais l'abonnement était une partie des ressources de la société savante. Donc, passer en OA n'est pas aussi simple que ça. Elles ont des compétitions avec des grosses revues en OA. Et par exemple, sur les microbiologistes américains, sur leurs 9 revues, ils ont l'hypothèse assez avancée qu'ils ont perdu 5 à 10% d'articles qui sont partis dans les groupes PLOS. Il y a eu des études là-dessus. Donc, ils se font prendre par des gros groupes d'articles. Ils n'ont plus l'abonnement qui leur assurait des ressources. Alors, c'est sûr que s'ils passent en plein open access, ils y arriveront. Mais c'est un modèle pour eux parfois difficile, avec, comme l'a bien dit Madame Henry, des coûts supplémentaires, les vidéos, les podcasts, tout ça, le iPad et compagnie. Et puis la pandémie en repasse une couche, parce que pour beaucoup, le congrès était la ressource majeure. Alors quand ils ont annulé le congrès, ils ont reçu, comme j'en connais une, 400 000 euros de facture du Palais des Congrès de Paris, et ils ont eu 0 de recettes. Donc ils sont dans une situation parfois difficile, d'autant plus, et qu'il y a des hypothèses, que les jeunes préfèrent parfois les réseaux sociaux aux revues, et il y a des compétitions là, il y a des données qui commencent à sortir, et l'appartenance à une communauté, ce qui fait que les jeunes ne s'inscrivent moins comme membres des sociétés savantes. Là, il y a aussi des frémissements. Donc, si vous voulez, la revue était une des ressources des sociétés savantes, et dans ce monde d'open access, elles ont du mal à avancer. Mais diapo suivante, avant que je le laisse sur le curseur, là. Voilà, si je peux la passer. Donc les revues, surtout de sociétés savantes, doivent s'adapter. Moi, dans le domaine médical, on a vécu une belle période, parce que si vous voulez, il y avait une règle qui s'appelait Eaglefinger et qui disait que les revues ne considéraient pas les manuscrits s'ils avaient été discutés dans le public. Et cette règle est devenue complètement obsolète, il y a eu le sida et tout. Donc, est-ce que les revues de sociétés savantes perdent un monopole de l'information qui passe soit sur des réseaux sociaux, soit sur des YouTube, puisque vous voyez que je vous ai sorti uniquement des chiffres de l'IHU de Méditerranée. Sur les 706 vidéos, vous avez 252 000 abonnés. Alors, bien sûr, ce ne sont pas que des scientifiques,
du grand public. Mais si vous voulez, il y a un transfert de connaissances qui passe par des réseaux sociaux ou par d'autres choses, où les revues vont arriver derrière. Alors, et je ne parle pas uniquement des préprints. Alors, elles ont toutes mis des vidéos, des tas de choses pendant cette période-là, mais est-ce qu'il faut faire un peer review de ces vidéos? Est-ce qu'il faut monter des journaux de sociétés savantes avec des vidéos? Je terminerai parce que je vous ai posé essentiellement 2 questions. Voilà, je terminerai uniquement avec 2 diapos. Je vous les laisse lire parce que, comme j'ai dit qu'il y a des convenances sociales autour de la science ouverte, pas uniquement, parce qu'il y a des très bons exemples du génome et compagnie. Hein. Je me demande aussi s'il n'y a pas des convenances sociales autour de ce qui s'appelle la déclaration de Singapour, parce que quand vous lisez ce à quoi j'adhère dans la déclaration de Singapour, vous vous posez des questions avec cette pandémie. Les chercheurs doivent utiliser des méthodes appropriées, analyse critique, communiquer leurs résultats. Les chercheurs doivent conserver les données brutes de manière transparente, permettre la vérification, on a déjà vu ça. Et ensuite, les chercheurs ne doivent parler que de ce qu'ils connaissent et avec un certain nombre de limites. Léo, je te repasse la parole. Merci.